Je m'appelle Serge Carrel. Je me suis engagé en tant que harki le 7 juillet 1957 aux côtés de l'armée française. Et j'avais à l'époque 20 ans. La France nous a abandonnés, c'était la honte de la France. Car c'est dur d'avoir 20 ans. Président Charles de Gaulle, France. Les étudiants protestent. Le général de Gaulle disait à l'époque, la médaille militaire, c'est la plus belle de toutes les médailles. Il avait bien raison. Mais il n'avait pas raison d'avoir abandonné les harkis. Je peux dire que je ressemble à mon père. Oui, il avait des décorations. Il a participé à la guerre 14-18. Il a été décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Mes deux frères, l'un, il était dans la marine. Il a fait l'Indochine et la guerre d'Algérie. L'autre frère, il était dans l'aviation. Toute une famille au service de la France et toute une famille abandonnée par la France. La colonisation, elle était pour nous, moi je le dis sincèrement, elle était bénéfique. Quand mon père recevait ses collègues avec leurs épouses et tous les machins, c'était pour nous, c'était un honneur. Attention, la France, elle a pas fait que... Elle a commis quand même pas mal d'erreurs. Hein. D'ailleurs, même le fait d'avoir sur nos papiers d'identité, nationalité, FM, français musulman, ça c'était pas bien, ça. Les Algériens passaient toujours en deuxième position. Et ça, bien sûr, ça a beaucoup joué. J'avais à peine 17 ans et quelques. J'entendais des bruits comme ça, par ouï-dire qu'il y a une attaque à Palestro, il y a un couple d'instituteurs qui a été égorgé. Après, on apprend qu'il y a un gendarme qui a été tué et tout. Alors, on se regardait tous et on ne disait rien. Et là, il y avait une séparation. Les Juifs n'avaient plus confiance aux Arabes. Les Arabes, ils rejetaient les Juifs et les Français. Les Français n'avaient plus confiance aux Arabes non plus. Un jour, il y a un ami un ancien ami de classe, hein. C'était un Kabyle. C'était le leadership, c'est lui qui commandait un peu tout le monde, vous savez, quand on est jeune. Hein. Il nous avait réunis dans le magasin de ses parents. Il nous a fait un discours, hein, un lavage de cerveau. Il a dit maintenant, il va falloir rejoindre le maquis et bien sûr lutter contre le colonialisme. Nous, on a toujours été pro-français. La France nous a tout donné. Mes parents, ils étaient dans l'administration française. Je dis, c'est pas possible de rejoindre le maquis. Et le lendemain, je suis parti. Je dis, je ne veux pas rester dans la région de Beaugary où j'étais. Parce que la plupart de mes camarades, ils ont rejoint le maquis. Malheureusement, ils sont tous morts. Hein. Et j'ai dit, si on se retrouve face à face, je ne vais pas les retirer dessus, on a toujours été ensemble. Je vais m'engager en Kabylie, loin de Beaugary, là. C'était le 24 décembre 1957. On était commandé à cette époque par un lieutenant. Et il me dit, parce que ce soir, on est invité au régiment d'infanterie coloniale pour fêter Noël. Bon, il me dit,
t'amènes une patrouille avec toi, tu vas voir s'il n'y a rien de louche, de spécial, on ne sait jamais. Hein. J'avais une patrouille à peu près de 15 hommes, là. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un arriver derrière moi, là, en courant. C'était un certain Boazin Nordine. Il me dit, je viens avec vous. Mais je n'étais pas prévu. Il me dit, je viens avec vous quand même. Alors, on s'est un peu accroché parce qu'il ne voulait pas obéir. Il m'a dit, eh ben, écoute, puisque c'est comme ça, je vais aller devant. Il est parti devant. Moi, quand il est arrivé chez nous, là, le lieutenant, il nous avait dit, Boazin Nordine, voilà son histoire, il m'a dit. Mais il faut faire quand même attention. C'est le frère de Boazin Jamila qui a lancé les bombes au Cocardi, à la rue d'Isly, et qui est emprisonné à Barberousse et qui est condamné à mort. Je me rappelle, j'avais ma chambre, il avait la sienne. Je le voyais avec lui, tout le temps avec une bière et tout. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, je pleure parce que ma sœur, elle va bientôt être guillotinée. Elle va être bientôt exécutée. Moi, j'ai signalé ces faits au lieutenant et tout. Hein. À partir de là, est-ce qu'il fallait avoir confiance ou pas confiance? C'était difficile. Hein. Il y avait quelque chose de louche, quoi. Tout d'un coup, j'entends tirer. J'ai vite dépêché mes hommes, là. J'ai dit, allez, on y va, vite, vite, vite. J'arrive à sa hauteur et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Nordine? Il me dit, il y a un fel qui m'a tiré dessus. Il a fait 2 ou 3 pas, un coup de fusil, il a reçu un coup de fusil dans l'œil. La balle est ressortie derrière la tête. Il est mort, il est mort. Il est tombé dans la mare d'eau. Hein. On a un mort, le fel ne veut pas se rendre. Qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, le commandant il a donné l'ordre de détruire la Mechta. Alors il y a des lancements de grenades, les armes tirées de partout et tout. Ils ont détruit complètement la Mechta. Complètement. Et le fel, il était dedans, lui. Et après, ils se sont bien assurés qu'il était mort. Hein. Je pense que Nordine, il a voulu montrer qu'il était pour la France, qu'il était contre le FLN. Je pense qu'il a voulu faire ce geste. Tout d'un coup, on entendait tirer de partout. Je ne sais pas jusqu'à présent qui a donné l'ordre de tirer sur le village. Des femmes, des enfants, des hommes blessés. C'était une horreur d'avoir tiré sur des gamins comme ça, là, qui sont pour rien, là. Les pauvres gosses, là. Je ne sais pas s'il y a eu des morts ou pas, certainement. Je n'ai pas voulu le savoir. Ce capitaine, il était un peu malade. Et un jour, il avait arrêté les parents d'un combattant du FLN, hein, un FLNGA. Hein. Alors il les a interrogés, il les a malmenés aussi. Hein. Et après, les parents, ils ont dit, nous, on n'est pour rien. Nous, on n'est pour rien, on n'est pas responsable de ce que notre fils fait. Alors le capitaine, il les avait enfermés dans des toilettes, on appelait ça à l'époque, c'était des chiottes, quoi. Hein. Sans nourriture, sans rien. Je lui ai dit, écoutez, mon capitaine, il faut les libérer. Je lui ai dit, je veux dire une chose, de temps en temps, sa mère, elle venait me donner des renseignements. Et ça, c'était pas vrai. Ça, c'était pas vrai. Il faut absolument que je trouve un prétexte.
Moi, ce que j'avais peur, des choses qui les exécutent. Il était méchant, hein. Il m'a dit, bon, tu les libères, hein, il faut les libérer et tout, terminé. Hein. Et bon, voilà, je les ai libérés. Hein. Et j'ai dit à ce couple, hein, si vous êtes libérés, eh ben, c'est grâce à moi. Hein. Vous pourriez me dire merci. Et ils m'ont dit merci. Et ils connaissaient mon prénom. Alors on a dit à tout le monde, à tous les harkis, maintenant vous partez chez vous. Vous regagnez vos devoirs, vos villes, voilà. De toute façon, il y a un accord de prix, et il ne vous arrivera rien du tout. Hein. C'était le fameux accord d'Évian. Hein. Quand le FLN va respecter les accords d'Évian, ils n'ont pas le droit de vous faire du mal ni rien. Et nous, on a cru à ça. J'avais peur, j'avais une peur. Je me demandais comment j'allais finir. Alors j'ai quitté le bureau, il était midi. Hein. Il faisait très très chaud, une chaleur de plomb, c'était un mois de juillet. Tout d'un coup, je vois une Ariane bleue me coincer entre le bureau et une rue, 4 hommes qui descendent de la voiture, armés. Ils m'ont dit « Ne bouge pas ou on te tire dessus ». Je me suis sauvé dans la foule. C'était en plein centre-ville. Et j'entendais derrière qui disait « Tire, 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 tire ». Je sentais la mort. Mon costume de harki, j'improvisais, était devenu ma croix. Je vois un taxi, je demande au chauffeur de taxi, c'était un arabe, je dis « Est-ce que vous pourriez m'amener à Alger ?» Oui, il dit « Il n'y a pas de problème ». Tout d'un coup, le chauffeur du taxi commençait à avoir un doute, parce qu'il regardait dans son rétroviseur, moi j'étais derrière. Il dit « Vous m'avez l'air inquiet, qu'est-ce qui vous arrive ?» Ben, je lui dis j'ai perdu mon père. Ah, il dit « C'est malheureux, oui, c'est premier contrôle du FLN. » Et le chauffeur, il dit au combattant du FLN qui nous avait contrôlés, « Non, non, c'est pas lui que vous cherchez. » Ah, j'ai dit « Oh là là, mon Dieu, je suis sauvé. » Mais manque de peau, il y avait un deuxième contrôle. Ils m'ont attaché les mains derrière le dos et ils m'ont fait monter dans un véhicule. Ils m'ont amené dans le village où j'ai exercé. Mais les gens, ils étaient méchants avec moi. Même des gens à qui j'avais rendu d'énormes services. Moi, je me souviens, venaient me tabasser, venaient me cracher sur la figure, venaient me jeter des cailloux, des pierres. Hein. Ces gens-là que j'avais rendu de grands services, j'ai dit c'est pas possible. Mais parce qu'ils faisaient ça parce qu'ils avaient peur. J'étais complètement dans les vapes. Ils m'ont amené dans un cabanon. Je regarde, il y avait, je ne sais pas, grosso modo, au moins une cinquantaine de harkis et de sympathisants, je ne sais pas, hein, parce qu'on n'avait pas le droit de se parler ni rien. Le son gissait le sol. Et après, ils sont venus me chercher. Toujours les mains derrière le dos. Après, ils m'ont détaché les mains. Ils m'ont déshabillé. Et ils m'ont torturé au courant 120. À un moment donné, j'étais sur le dos. Hein, j'avais sorti la langue. Ils m'ont foutu un coup de jus sur la langue. Ils m'ont coupé une partie de la langue.
J'avais du puits partout, dans la bouche, dans la gorge. Je ne pouvais rien avaler. Je ne pouvais rien avaler. De toute façon, ils ne nous donnaient pas grand-chose. J'étais en corvée un jour, un combattant du FLN, il m'a foutu un coup, je ne sais pas si c'est une pierre ou un caillou sur la tête. J'ai encore la bosse aujourd'hui, derrière. J'ai vu ce jour-là les étoiles. C'était tous les jours comme ça. À chaque fois qu'il y avait une relève, ils venaient me chercher à n'importe quelle heure. Que ce soit la nuit, le jour. On se regardait tous hagards. On attendait la mort, quoi. On sentait la mort. Alors, le FLN, il nous faisait creuser des tombes. Certains des nôtres, de mes frères d'armes, étaient exécutés. On les enterrait parfois. Ils agonissaient, ils étaient encore vivants. Et d'autres étaient jetés dans l'Oued. Et les chacals passaient le soir pour finir les restes. Et je me souhaitais la mort. J'ai dit pourvu qu'on en finisse, qu'ils me tuent, qu'on n'en parle plus, parce que j'arrivais plus à supporter les tortures. Et ce que j'avais peur, c'est de l'égorgement. J'avais peur qu'ils m'égorgent. Là, ça aurait été terrible, terrible pour moi. Terrible, ça. Comme ils ont fait à mon ami Amar. Il n'y avait qu'un seul combattant du FLN qui ne me torturait pas. Bon, un jour, il m'a dit, écoute, viens me voir. Il ne m'avait jamais parlé. Il m'a dit, écoute, t'as sauvé mes parents, je vais te rendre ça, il m'a dit. Il m'a fait signe de m'évader. Arrivé à Hydra chez ma tante, toute surprise avec sa fille, là. Et moi, j'étais dans un état lamentable. Un déchet humain. Alors, elle a réussi à me faire faire des papiers avec un faux nom, un titre de congé, comme quoi je travaillais dans l'administration algérienne, et je me rendais en France en vacances. Ma tante et ma nièce m'avaient pris un billet de bateau en première classe. Au moment de monter dans le bateau, j'avais présenté le titre de congé et les papiers, et le gars là, qui était là, je ne sais pas si c'est un douanier, je ne sais pas si c'est un policier, il était en treillis, ou un combattant du FLN, il m'a fait signe de passer. Je suis passé, je suis monté en première classe, et là je commençais un peu à respirer. J'avais peur, hein, parce que s'il m'avait attrapé, là, c'était fini pour moi, c'était la mort. Le bateau commençait à quitter le port d'Alger. Je suis monté sur le pont. J'ai regardé Alger illuminé. J'ai dit plus jamais je ne retournerai dans ce pays qui m'a torturé. Et je ne suis jamais retourné. On a perdu la nationalité française, nous les harkis. On n'était plus français, même pas français musulmans. Tous les harkis, ils avaient perdu la nationalité française, et quand ils sont arrivés en France, il fallait qu'ils optent pour la nationalité française. Je dois avoir un nom et un prénom français, et je me suis converti à la religion catholique. Voilà, je ne voulais plus entendre parler de mon passé. Que ce soit Mitterrand, Sarkozy ou Hollande, ils nous ont trahis, hein, ils nous ont menti. Je me souviens, Nicolas Sarkozy, il avait tenu une réunion de campagne, il nous a fait pas mal de promesses. Ne vous inquiétez pas, quand je serai président de la République,
voilà, vous seriez indemnisé, vous seriez reconnu, mais après, ben, plus rien. Tous les harkis, leurs familles ont voté pour lui, hein. On avait confiance en lui. Emmanuel Macron, ce qui a changé, c'est que moi je l'ai connu en 2017. Mais lui, le président Emmanuel Macron, ne connaissait pas l'histoire des harkis. Parce qu'il n'était pas né encore, hein. Et après, il est venu me voir, on a pris le café ensemble et je lui ai raconté ce qui s'est passé en Algérie, je lui ai raconté ma vie. Et depuis, ben, on est resté toujours liés, on est resté amis, quoi.